Chapitre 5. Une ressemblance prodigieuse. Ce soir-là arriva de Gratz le fils de notre restaurateur de tableaux, jeune homme au teint brun, à la mine solennelle, conduisant une carriole où se trouvaient 2 grandes caisses pleines de toiles. Il venait d'accomplir un voyage de 10 lieues. Chaque fois qu'un messager en provenance de notre petite capitale arrivait au château, nous nous pressions autour de lui dans la grande salle pour apprendre les dernières nouvelles. En l'occurrence, la venue de ce jeune artiste dans notre demeure isolée créa une véritable sensation. Les caisses restèrent dans la grande salle et les domestiques prirent soin du messager jusqu'à ce qu'il eût terminé son souper. Alors, accompagné de 2 aides et muni d'un marteau, d'un ciseau à froid et d'un tournevis, il vint nous retrouver dans la grande salle où nous nous étions réunis pour assister au déballage des caisses. Carmilla regardait d'un air distrait, tandis que les tableaux anciens restaurés, presque tous des portraits, étaient amenés à la lumière l'un après l'autre. Ma mère appartenait à une vieille famille hongroise, et c'est d'elle que nous venaient la plupart de ces toiles, prêtes maintenant à reprendre leur place sur les murs. Mon père tenait en main une liste qu'il lisait à voix haute, pendant que l'artiste fouillait dans les caisses pour en retirer les numéros correspondants. J'ignore si les tableaux étaient très bons, mais ils étaient indiscutablement très vieux, et certains d'entre eux ne manquaient pas d'originalité. Pour la plupart, ils présentaient à mes yeux le grand mérite de m'être révélés pour la première fois, car jusqu'à ce jour, la fumée et la poussière du temps en avaient presque entièrement effacé les couleurs. « Voici une toile que je n'ai encore jamais vue, » dit mon père. Dans un des coins du haut se trouvait un nom, Marcia Karnstein, autant que j'ai pu le déchiffrer, et une date, 1698. Je suis curieux de voir ce qu'elle est devenue. Je m'en souvenais fort bien. C'était un petit tableau sans cadre, presque carré, d'1,5 pied de long, tellement noirci par l'âge que je n'avais jamais pu y distinguer quoi que ce fût. L'artiste mit le portrait en pleine lumière avec un orgueil manifeste. Merveilleusement belle, extraordinairement vivante, cette toile était l'effigie de Carmilla. « Ma chérie, dis-je à ma compagne, nous assistons à un véritable miracle. Te voilà en personne sur ce tableau, vivante, souriante, prête à parler. N'est-ce pas que ce portrait est magnifique, papa? Regardez, rien n'y manque, même pas le petit grain de beauté sur sa gorge. » « La ressemblance est vraiment prodigieuse, » répondit mon père en riant. Mais il détourna les yeux aussitôt, sans avoir l'air impressionné le moins du monde, ce qui ne laissa pas de me surprendre, et se remit à parler avec le restaurateur de tableaux. Celui-ci, de nature très artiste, dissertait avec intelligence sur les différentes toiles auxquelles son talent avait rendu lumière et couleur. Pendant ce temps, mon émerveillement ne cessait de croître tandis que je contemplais le portrait. « Papa, demandai-je, me permettez-vous de l'accrocher dans ma chambre ? » ?»« Bien sûr, ma chérie, répondit-il en souriant. Je suis très heureux que tu le trouves tellement ressemblant. Si tu ne te trompes pas sur ce point, il doit être encore plus beau que je ne le croyais. » Ma compagne demeura indifférente à ce compliment. Elle ne parut même pas l'avoir entendu. Renversée sur le dossier de son fauteuil, elle me contemplait de ses yeux aux longs cils, les lèvres entr'ouvertes par un sourire extasié. « Maintenant, poursuivis-je, on peut très bien lire le nom qui figure dans le coin. On dirait qu'il a été tracé en lettres d'or. Ce n'est pas Marcia, mais Mircalla, comtesse Karnstein. Il est surmonté d'une petite couronne et au-dessous il y a une date. AD 1698. Je descends des Karnstein par ma mère. »« Ah » fit ma compagne d'un air languissant. « J'appartiens moi aussi à cette famille, mais par des ancêtres très lointains. » « Existe-t-il encore des Karnstein de nos jours ? » ?»« Il n'y en a plus aucun qui porte ce nom, autant que je sache. La famille a perdu tous ses biens, me semble-t-il, au cours de certaines guerres civiles, il y a très longtemps. Mais les ruines du château se dressent encore, à moins de 3000 d'ici. »« Voilà qui est fort intéressant !» s'exclama-t-elle. Puis, ayant regardé par la porte entr'ouverte de la grande salle, elle ajouta : « Regarde le beau clair de lune. Veux-tu que nous allions faire une petite promenade pour contempler la route et la rivière ? » ?»« Je veux bien. Cette nuit ressemble tellement à celle de ton arrivée. » Elle sourit,
poussa un soupir et se leva. Puis, nous tenant enlacés par la taille, nous sortîmes dans la cour et gagnâmes lentement le pont-levis, où le magnifique paysage apparut à nos yeux. « Ainsi, tu songeais à la nuit de mon arrivée ici ?» murmura-t-elle. « Es-tu heureuse que je sois venue ?»« J'en suis ravie, ma chère Carmilla. Et tu as demandé la permission d'accrocher dans ta chambre le portrait qui, selon toi, me ressemble tellement ?» chuchota-t-elle, en resserrant son étreinte autour de ma taille et en posant sa tête charmante sur mon épaule. « Comme tu es romanesque, Carmilla, le jour où tu consentiras à me raconter ton histoire, ce sera un vrai roman d'un bout à l'autre. » Elle me donna un baiser sans mot dire. « Carmilla, je suis sûre que tu as été amoureuse. Je suis sûre que tu as une affaire de cœur en ce moment même. »« Je n'ai jamais aimé. Je n'aimerai jamais personne, si ce n'est toi, » murmura-t-elle. Ah, comme elle était belle sous la clarté lunaire! Après m'avoir jeté un regard étrangement timide, elle cacha brusquement son visage contre mon cou, à la naissance de mes cheveux, en poussant de profonds soupirs semblables à des sanglots, et serra ma main de sa main tremblante. Je sentais la chaleur brillante de sa joue satinée contre la mienne. « Ma chérie, murmura-t-elle, je vis en toi, et je t'aime si fort que tu accepterais de mourir pour moi. » Je m'écartai d'elle d'un mouvement soudain. Elle fixait sur moi des yeux qui n'avaient plus ni éclat ni expression. Son visage était blême et apathique. « L'air s'est rafraîchi, ma chérie ?» demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. « Je me sens presque frissonnante. Aurais-je fait un rêve? Viens, rentrons vite. » « Tu as l'air malade, Carmilla. Ce doit être quelque faiblesse. Tu devrais prendre un peu de vin. »« Ma foi, j'y consens. Mais je suis déjà beaucoup mieux, » répondit-elle comme nous approchions de la porte. « Dans quelques minutes, je serai tout à fait bien. Oui, donne-moi un peu de vin. Mais regardons encore, l'espace d'un instant. C'est peut-être la dernière fois que je vois le clair de lune en ta compagnie. Comment te sens-tu maintenant, chérie? Est-ce que tu es vraiment mieux? » Je commençais à craindre qu'elle n'eût été frappée par l'étrange épidémie qui avait, disait-on, envahi la contrée. « Papa serait profondément affligé, » ajoutai-je, « à la seule pensée que tu pourrais être tant soit peu malade, sans nous l'avoir dit aussitôt. Nous avons près d'ici un médecin très compétent, celui-là même qui est venu aujourd'hui. Je suis sûre que c'est un excellent praticien, et je sais jusqu'où peut aller votre bonté pour moi. Mais vois-tu, ma chérie, je me sens de nouveau très bien. Je ne souffre jamais de rien, que d'une légère faiblesse. On prétend que je suis atteinte d'une maladie de langueur. En vérité, le moindre effort m'est pénible. J'ai grand-peine à marcher aussi longtemps qu'un enfant de 3 ans. De temps à autre, le peu de force que je possède m'abandonne, et je deviens telle que tu m'as vue tout à l'heure. Mais en fin de compte, je me remets très vite. En quelques instants, je retrouve mon état normal. Regarde, je suis en possession de tout mon équilibre. » Elle disait vrai. Nous bavardâmes longtemps encore, et elle se montra fort animée. Le reste de la soirée s'écoula sans qu'elle retombât dans ce que j'appelais sa folie, c'est-à-dire son air et ses propos égarés qui m'inspiraient beaucoup d'embarras et même un certain effroi. Mais au cours de la nuit survint un incident qui orienta mes pensées dans une direction très différente et sembla donner à Carmilla un choc suffisant pour que sa langueur naturelle fît place à un bref sursaut d'énergie. Chapitre 6. Un très étrange mal. Nous passâmes au salon où nous nous assîmes à table pour prendre notre café et notre chocolat habituels. Carmilla ne voulut rien accepter, mais elle semblait être en parfaite santé. Madame Perrodon et mademoiselle de La Fontaine vinrent se joindre à nous et nous entamâmes une partie de cartes au cours de laquelle mon père entra pour prendre ce qu'il appelait une bonne tasse de thé. La partie de cartes finie, il alla s'asseoir sur le divan à côté de Carmilla et lui demanda, avec une certaine anxiété, si elle avait jamais eu des nouvelles de sa mère depuis le jour de son arrivée. Ayant reçu une réponse négative, il la pria de lui indiquer, si elle le connaissait, l'endroit où il pourrait lui faire parvenir une lettre. « Je ne saurais vous le dire, » répondit-elle d'une manière ambiguë, « mais je songe à vous quitter. Vous avez déjà été trop bon et trop hospitalier pour moi.
Je vous ai causé beaucoup de dérangements et j'aimerais partir en voiture dès demain pour aller rejoindre ma mère en courant la poste. Je sais où je finirai par la retrouver, quoique je n'ose vous le révéler. »« Mais vous ne devez pas songer à faire une chose pareille !» s'écria mon père, à mon grand soulagement. « Il nous est impossible de vous perdre, et je ne consentirai à vous laisser partir que sous la protection de votre mère qui a eu bonté de vouloir bien me permettre de vous garder parmi nous jusqu'à son retour. J'aurais été très heureux de savoir que vous aviez eu de ces nouvelles, car je viens d'apprendre ce soir même que les progrès du mal mystérieux qui ravage notre région deviennent de plus en plus alarmants. C'est pourquoi, ma belle invitée, ne pouvant prendre conseil de votre mère, je sens peser très lourdement sur moi le poids de ma responsabilité envers vous. Je ferai de mon mieux, mais ce qui est bien certain, c'est que vous ne devez pas songer à nous quitter sans que votre mère en ait formulé la demande expresse. Nous serions trop désolés de nous séparer de vous pour consentir aisément à votre départ. »« Monsieur, je vous remercie 1000 fois de votre hospitalité, » dit-elle en souriant timidement. « Tous, vous m'avez témoigné une infinie bonté. J'ai rarement été aussi heureuse, au cours de ma vie, que dans votre beau château, sous votre garde, en compagnie de votre fille que j'aime tendrement. » Ravi de ce petit discours, mon père, tout souriant, lui baisa la main avec cette galanterie surannée qui lui était propre. Selon mon habitude, j'accompagnai Carmilla dans sa chambre où je restai assise à bavarder avec elle, tandis qu'elle se préparait à se coucher. « Crois-tu, lui demandai-je enfin, que tu m'accorderas jamais toute ta confiance ?» Elle se tourna vers moi sans mot dire et se contenta de me répondre en souriant. « Tu ne veux pas me répondre ?» poursuivis-je. « Tu ne peux sans doute pas me donner une réponse satisfaisante. Je n'aurais pas dû te demander cela. » « Tu as eu parfaitement raison de me le demander, et tu peux me demander n'importe quoi d'autre. Tu ignores combien tu m'es chère, sans quoi tu n'imaginerais pas que je te mesure ma confiance le moins du monde. Mais je suis liée par des vœux bien plus terribles que ceux d'une nonne, et je n'ose pas encore raconter mon histoire à personne, même pas à toi. Pourtant le jour approche où tu sauras tout. Tu vas me juger cruelle et très égoïste, mais l'amour est toujours égoïste, d'autant plus égoïste qu'il est plus ardent. Tu ne saurais croire à quel point je suis jalouse. Tu viendras avec moi en m'aimant jusqu'à la mort, ou bien tu me haïras et tu viendras avec moi quand même, en me haïssant pendant et après la mort. Dans mon apathique nature, il n'y a pas de place pour l'indifférence. « Allons, Carmilla, dis-je vivement, voilà que tu recommences à battre la campagne. »« Non, ne crains rien. Je suis une petite folle sans cervelle, à la tête pleine de caprices et de lubies. Mais par amour pour toi, je parlerai comme un sage. Es-tu jamais allé au bal ? » ?»« Non. Quelle bavarde tu fais ? Non, je n'y suis jamais allée. Comment est-ce ? Ce doit être charmant. » »« J'ai presque oublié. Cela date de plusieurs années. »« Voyons, répondis-je en riant, tu n'es pas tellement vieille. Il ne me paraît guère possible que tu aies déjà oublié ton premier bal. »« Bien sûr, je peux tout me rappeler, au prix d'un grand effort. Mais je vois les choses et les êtres comme un plongeur voit ce qui se passe au-dessus de lui. À travers un milieu dense et parcouru par de légères ondulations, encore que transparent. Cette nuit-là, il m'est arrivé une chose qui a estompé la scène du bal et en a terni les couleurs. Il s'en est fallu de peu que je fusse assassinée dans mon lit. On m'a blessée, ici, conclut-elle en portant une main à sa gorge, et je n'ai jamais plus été la même depuis lors. As-tu été près de mourir ? Oui, très près, à cause d'un cruel amour, d'un bien étrange amour qui aurait voulu m'ôter la vie. L'amour exige des sacrifices, et il n'est pas de sacrifice sans effusion de sang. À présent, il nous faut dormir. Je me sens très lasse. Où trouverai-je la force de me lever et de fermer ma porte à clé ? Sa petite tête reposait sur l'oreiller. Ses mains minuscules, placées sous l'une de ses joues, étaient enfouies dans son épaisse chevelure ondulée. Le regard de ses yeux étincelants suivait chacun de mes mouvements, et sur ses lèvres flottait un étrange et timide sourire que je ne parvenais à déchiffrer. Après lui avoir souhaité bonne nuit, je sortis de la chambre en éprouvant une sensation de malaise. Je m'étais souvent demandé
si notre charmante invitée disait ses prières. Personnellement, je ne l'avais jamais vue à genoux. Le matin, elle descendait de sa chambre longtemps après nos oraisons familiales. Le soir, elle ne quittait pas le salon pour passer dans la grande salle et s'associer à notre courte action de grâce. Si elle ne m'avait pas dit par hasard, au cours d'une de nos conversations à bâton rompu, qu'elle était baptisée, j'aurais douté qu'elle fût chrétienne. Je ne l'avais jamais entendue parler de religion. Eussé-je mieux connu le monde, cette négligence ou cette antipathie m'aurait causé moins d'étonnement. Les précautions dont s'entourent les gens nerveux sont contagieuses, et les personnes impressionnables ne manquent pas de les imiter au bout d'un certain temps. À l'instar de Carmilla, j'avais pris l'habitude de fermer à clé la porte de ma chambre, car je m'étais mise en tête toutes les craintes fantasques de ma compagne, au sujet de cambrioleurs nocturnes et d'assassins rôdant au cœur des ténèbres. J'avais aussi adopté sa coutume d'inspecter rapidement ma chambre, pour bien s'assurer que nul voleur ou nul meurtrier ne s'y trouvait embusqué. Ces sages mesures une fois prises, je me couchai et m'endormis aussitôt. Une bougie brûlait dans ma chambre, habitude de très vieille date, dont rien n'aurait pu m'amener à me défaire. Ainsi, fortifié, je pouvais, me semblait-il, reposer en paix. Mais les rêves traversent les pierres des murs, éclairent des chambres enténébrées ou enténèbrent des chambres éclairées. Et leurs personnages, narguant tous les serruriers du monde, font leurs entrées ou leurs sorties, comme il leur plaît. Cette nuit, j'eus un rêve qui marqua le début d'un mal très étrange. Je ne puis appeler cela un cauchemar, car j'avais pleinement conscience d'être endormie. Mais j'avais également conscience de me trouver dans ma chambre, couchée dans mon lit, comme je m'y trouvais en réalité. Je voyais ou croyais voir la pièce et ses meubles tels que je les avais vus avant de fermer les yeux, à cette exception près qu'il faisait très sombre. Dans cette obscurité, j'aperçus une forme vague qui contournait le pied du lit. Tout d'abord, je ne pus la distinguer nettement, mais je finis par me rendre compte que c'était un animal noir comme la suie, semblable à un chat monstrueux. Il me parut avoir 4 ou 5 pieds de long, car lorsqu'il passa sur le devant du foyer, il en couvrit toute la longueur. Il ne cessait pas d'aller et de venir, avec l'agitation sinistre et souple d'un fauve en cage. Malgré la terreur que j'éprouvais, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais incapable de crier. L'horrible bête précipita son allure, tandis que les ténèbres croissaient dans la chambre. Finalement, il fit si noir que je ne distinguais plus que les yeux de l'animal. Je le sentis bondir légèrement sur mon lit. Les 2 yeux énormes vinrent tout près de mon visage. Et soudain, j'éprouvai une très vive douleur, comme si 2 aiguilles, à quelques centimètres l'une de l'autre, s'enfonçaient profondément dans ma gorge. Je m'éveillai en hurlant. La chambre était éclairée par la bougie qui brûlait toute la nuit, et je vis une forme féminine, debout au pied du lit, un peu sur la droite. Elle portait une ample robe de couleur sombre, et ses cheveux dénoués recouvraient ses épaules. Un bloc de pierre n'eût pas été plus immobile. Je ne pouvais déceler le moindre mouvement de respiration. Tandis que je la regardais fixement, la silhouette me parut avoir changé de place. Elle se trouvait maintenant plus près de la porte. Bientôt, elle fut tout contre. La porte s'ouvrit, l'apparition disparut. Enfin soulagée, je redevins capable de respirer et de bouger. D'abord, l'idée me vint que j'avais oublié de tourner la clé dans la serrure et que Carmilla en avait profité pour me jouer un mauvais tour. Je me précipitai vers la porte et la trouvai fermée de l'intérieur, comme d'habitude. Au comble de l'horreur, je n'eus pas le courage de l'ouvrir. Je me précipitai dans mon lit, me cachai la tête sous les couvertures et demeurai ainsi, plus morte que vive, jusqu'au matin. Chapitre 7. Le mal s'aggrave. J'essaierai vainement de vous dépeindre l'horreur que m'inspire aujourd'hui encore le souvenir de cette affreuse nuit. Ma terreur n'avait rien de commun avec l'angoisse passagère laissée par un cauchemar. Elle semblait croître avec le temps et se communiquait à la chambre et au mobilier qui avaient servi de décor à l'apparition. Le lendemain, il me fut impossible de rester seule, même pour un instant.
J'aurais tout raconté à mon père si je n'en avais pas été empêchée par 2 considérations. D'une part, je craignais qu'il ne se moquât de mon histoire et je n'aurais pas supporté qu'elle devînt un sujet de plaisanterie. D'autre part, je me disais qu'il pourrait me croire victime du mal mystérieux qui ravageait notre pays. Personnellement, je n'avais pas la moindre appréhension à ce sujet, et comme mon père n'était pas très bien depuis quelque temps, je ne voulais pas l'alarmer. Je me sentis assez rassurée en compagnie de l'excellente Madame Perrodon et de l'espiègle Mademoiselle de La Fontaine. Mais toutes deux s'aperçurent que j'étais inquiète et abattue, et je finis par leur raconter ce qui me pesait si lourdement sur le cœur. Mademoiselle de La Fontaine se mit à rire, tandis que Madame Perrodon manifestait, me sembla-t-il, une certaine anxiété. « À propos, dit Mademoiselle de La Fontaine sur un ton moqueur, la longue avenue de tilleuls sur laquelle donne la fenêtre de la chambre de Carmilla est, paraît-il, hantée. »« Quelle sottise !» s'exclama Madame Perrodon, jugeant sans doute ce propos inopportun. « Et qui donc raconte cela, ma chère amie ?»« Martin. Il prétend être sorti 2 fois alors qu'on réparait la vieille barrière de la cour avant le lever du soleil et avoir vu chaque fois une forme féminine se déplacer le long de cette avenue. Cela n'a rien de surprenant, étant donné qu'il y a des vaches à traire dans les prés au bord de la rivière. Sans doute. Mais Martin juge bon d'avoir peur, et je n'ai jamais vu un imbécile à ce point terrifié. Il ne faut pas souffler mot de tout ceci à Carmilla, déclarai-je, car elle voit cette avenue d'un bout à l'autre depuis sa fenêtre, et elle est, si possible, encore plus poltronne que moi. Ce jour-là, mon amie descendit beaucoup plus tard que de coutume. « J'ai eu affreusement peur la nuit dernière, me dit-elle dès que nous fûmes seuls ensemble. Et j'aurais vu, j'en suis certaine, une chose effroyable si je n'avais pas eu le talisman que j'ai acheté à ce pauvre petit bossu contre lequel j'ai proféré des paroles si dures. Après avoir rêvé qu'une forme noire faisait le tour de mon lit, je me suis réveillée au comble de l'horreur et j'ai vraiment cru distinguer pendant quelques secondes une silhouette sombre près de la cheminée. Alors j'ai cherché à tâtons mon talisman sous l'oreiller et dès que je l'ai eu touché de mes doigts, l'apparition s'est évanouie. Mais je te le répète, je suis sûre que si je n'avais pas eu ce charme près de moi, une effroyable créature aurait surgi et m'aurait peut-être étranglée, comme elle a étranglé ces pauvres femmes dont nous avons entendu parler. À présent, écoute-moi, lui dis-je. Et je lui racontai mon aventure, dont le récit parut l'épouvanter. Avais-tu le talisman près de toi ? Me demanda-t-elle. Non, je l'avais jeté dans un vase de porcelaine dans le salon, mais je ne manquerai pas de le prendre avec moi cette nuit, puisque tu crois si fort à son pouvoir. Après tant d'années, je ne saurais dire, ou même comprendre, comment je parvins à surmonter mon horreur au point de coucher seule dans ma chambre ce soir-là. Je me rappelais nettement que j'épinglais le talisman à mon oreiller. Je sombrai presque aussitôt dans le sommeil, et je dormis encore plus profondément que d'habitude. La nuit suivante fut aussi tranquille. Je goûtai à nouveau un repos délicieux et sans rêve. Mais à mon réveil, j'éprouvai une sensation de lassitude et de mélancolie, qui cependant était assez douce pour provoquer en moi une espèce de volupté. « Je te l'avais bien dit, » déclara Carmilla, lorsque je lui eus décrit mon paisible sommeil. Moi-même, j'ai dormi divinement la nuit dernière. J'avais épinglé le talisman à ma chemise, car l'autre nuit, il était encore trop loin de moi. Je suis certaine que nous avons tout imaginé, à l'exception des rêves eux-mêmes. Autrefois, je croyais que les mauvais esprits engendraient les rêves, mais notre médecin m'a affirmé qu'il n'en était rien. C'est simplement, m'a-t-il dit, une fièvre ou une maladie qui frappe à notre porte, comme cela arrive souvent, et qui, ne parvenant pas à rentrer, passe son chemin en nous laissant cette inquiétude. Et selon toi, en quoi consiste ce talisman ? On a dû lui faire subir des fumigations, ou bien le plonger dans quelque drogue, et c'est un antidote contre la malaria. Dans ce cas, il n'agit que sur le corps ? Bien sûr. Crois-tu donc que les mauvais esprits se laissent effrayer par des bouts de ruban et des parfums de droguistes ? Non. Ces mots qui errent dans les airs
commence par attaquer les nerfs, puis gagne le cerveau. Mais avant qu'il puisse s'emparer de tout notre être, l'antidote les repousse. Voilà, j'en suis certaine, ce que le talisman a fait pour nous. Il n'y a rien là de magique, c'est tout simplement naturel. Je me serais sentie plus heureuse si j'avais pu partager entièrement cette opinion de Carmilla. À tout le moins, je m'y efforçais de mon mieux, et l'impression que j'avais ressentie à mon lever perdit un peu de sa force. Je dormis profondément pendant plusieurs nuits consécutives, mais chaque matin, j'éprouvais la même lassitude, et un grand poids de langueur m'accablait tout au long du jour. Je me sentais complètement transformée. En moi s'insinuait une étrange mélancolie dont je ne désirais pas voir la fin. De vagues pensées de mort firent leur apparition. L'idée que je déclinais lentement s'empara de mon esprit, m'apportant je ne sais quelle douce joie. Si triste que fût cette idée, elle créait en moi un état d'esprit fort agréable, et mon âme s'y abandonnait sans la moindre résistance. Je refusais d'admettre que j'étais malade. Je ne pouvais rien dire à mon père, ni faire venir le médecin. Carmilla me témoignait plus d'attachement que jamais, et ces étranges paroxysmes d'adoration languide se faisaient plus fréquents. À mesure que mes forces et mon entrain déclinaient, elle me dévorait du regard avec une ardeur croissante. Cela ne manquait jamais de me bouleverser comme une crise fulgurante de folie passagère. Sans m'en rendre compte, je me trouvais à un stade assez avancé de la plus bizarre maladie qui eût jamais affligé un être humain. Ces premiers symptômes avaient exercé sur moi une fascination inexplicable qui me permettrait d'accepter la débilité physique dont je souffrais à présent. Pendant quelque temps, cette fascination ne cessa pas de croître, pour atteindre enfin un certain degré, où elle s'accompagna d'un sentiment d'horreur qui, peu à peu, prit une force suffisante pour flétrir et dénaturer toute mon existence. Le premier changement que je subis me parut assez agréable, et pourtant, il était bien proche du tournant où commençait la descente aux enfers. J'éprouvais pendant mon sommeil de vagues et curieuses sensations. La plus fréquente était ce frisson glacé très particulier que l'on reçoit quand on nage à contre-courant dans une rivière. Il s'accompagna bientôt de rêves interminables, si confus que je ne parvenais jamais à me rappeler leur décor, ni leurs personnages, ni aucune partie cohérente de leur action. Mais il me laissait une impression affreuse, ainsi qu'une sensation d'épuisement, comme si j'avais passé par une longue période de danger et de grande tension mentale. À mon réveil, à la suite de ces rêves, je gardais le souvenir de m'être trouvée dans un lieu plein de ténèbres et d'avoir conversé avec des êtres invisibles. Je me rappelais tout particulièrement une voix féminine très distincte, lente, au timbre grave, qui semblait venir de fort loin et ne manquait jamais de m'inspirer une indicible terreur solennelle. Parfois, je sentais une main glisser lentement sur ma joue et sur mon cou. Parfois encore, des lèvres brûlantes couvraient mon visage de baisers qui se faisaient plus appuyés et plus amoureux à mesure qu'ils atteignaient ma gorge où se fixaient leurs caresses. Les battements de mon cœur s'accéléraient, je respirais plus vite et plus profondément, puis survenait une crise de sanglots qui me donnait une sensation d'étranglement et se transformait enfin en une convulsion effroyable au cours de laquelle je perdais l'usage de mes sens. Cet état inexplicable dura 21 jours. Pendant la dernière semaine, mes souffrances avaient altéré mon aspect physique. J'étais devenue très pâle. J'avais les yeux dilatés et cernés. L'extrême lassitude que je ressentais depuis si longtemps commençait à se manifester sur mon visage. Mon père me demandait souvent si j'étais malade, mais avec un entêtement que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, je persistais à lui affirmer que je me portais à merveille. En un sens, je disais vrai. Je n'éprouvais aucune douleur. Je ne pouvais me plaindre d'aucun trouble organique. Mon mal semblait être un effet de mon imagination ou de mes nerfs. Si terribles que fussent mes souffrances, j'observais une réserve morbide à leur sujet, et je ne m'en ouvrais à personne. Je n'étais sûrement pas victime de ce terrible fléau que les paysans nomment l'oupire, car, alors que je dépérissais depuis 3 semaines, leur maladie durait pas plus de 3 jours, après quoi la mort mettait fin à leur torture.
Carmilla se plaignait, elle aussi, de rêves et de sensations de fièvre, mais son état était beaucoup moins alarmant que le mien. À vrai dire, il y avait tout lieu de s'inquiéter grandement à mon sujet. Si j'eusse compris cela, j'aurais demandé à genoux aide et conseil. Malheureusement, le narcotique d'une influence cachée agissait sur moi et engourdissait tous mes sens. Je vais à présent vous relater un rêve qui fut la cause immédiate d'une étrange découverte. Une nuit, la voix que j'avais coutume d'entendre au cœur des ténèbres fut remplacée par une autre, mélodieuse et tendre, aussi bien que terrible, qui prononçait les paroles suivantes. « Ta mère t'avertit de prendre garde à l'assassin. » Au même instant, une lumière soudaine jaillit devant mes yeux et je vis Carmilla, debout près de mon lit, vêtue de sa chemise de nuit blanche, baignant du menton jusqu'aux pieds dans une immense tache de sang. Je m'éveillai en hurlant, en proie à l'idée qu'on assassinait mon ami. Je me rappelle avoir sauté au bas de mon lit, puis je me revois debout dans le couloir, en train de crier au secours. Madame Pérodon et mademoiselle de La Fontaine sortirent de leur chambre en toute hâte. Comme une lampe brûlait toujours dans le couloir, elles eurent tôt fait de me rejoindre et d'apprendre la cause de ma terreur. J'insistais pour que nous allions frapper à la porte de Carmilla. Rien ne répondit à nos coups. Nous martelâmes le battant de toutes nos forces en criant son nom, mais ce vacarme ne donna aucun résultat. Alors nous prîmes peur, car la porte était fermée à clé. En proie à une véritable panique, nous gagnâmes ma chambre où nous nous mîmes à sonner frénétiquement les domestiques. Si la chambre de mon père s'était trouvée de ce côté de la maison, nous l'aurions appelé aussitôt à notre aide. Mais malheureusement, il ne pouvait pas nous entendre, et aucune d'entre nous n'avait assez de courage pour aller le chercher si loin. Les domestiques ne tardèrent pas à monter l'escalier en courant. Dans l'intervalle, j'avais mis mon peignoir et mes mules, mes compagnes étant déjà équipées de la même façon. Quand nous eûmes reconnu les voix de nos gens dans le couloir, nous sortîmes toutes les trois. Après que nous eûmes renouvelé en vain nos appels devant la porte de Carmilla, j'ordonnai aux hommes de forcer la serrure. Dès qu'ils m'eurent obéi, nous restâmes dans l'encadrement de la porte, tenant nos lampes à bout de bras, et nous regardâmes dans la chambre. Nous criâmes encore une fois le nom de Carmilla sans obtenir de réponse. Puis, nous examinâmes la pièce. Elle était exactement dans l'état où je l'avais laissée, après avoir dit bonsoir à mon amie. Mais celle-ci avait disparu. Bonjour et bienvenue sur le 3e vlog lecture sur Carmilla de John Sheridan Le Fanu. Là, on a franchi la moitié, on est arrivé à 54% de l'e-book. Et ma foi, j'aime vraiment beaucoup. Il y a l'espèce d'atmosphère qui est toujours aussi pesante. Laura qui commence à avoir des symptômes similaires à ceux de Carmilla. Il y a vraiment plein d'indices qui laissent dire que Carmilla est un vampire depuis le début. Je ne sais pas si le mythe du vampire il était si répandu que ça à cette époque. Je crois qu'on est au début du 19e siècle. Non, on est fin 19e. On est vers les 1870 par là. Et on est en Autriche, il me semble. On est dans un land d'Autriche. Je me souviens même plus de ce que j'ai dit dans le précédent vlog lecture. Mais je ne sais pas si le mythe du vampire était si répandu et comment il a voyagé en fait jusqu'à John Sheridan Le Fanu. Je crois qu'il y a le vampire de Polidori qui est sorti pas longtemps avant. Donc le vampire, c'est une nouvelle de Polidori qui est sortie en 1819. Carmilla, John Sheridan Le Fanu. 1872. Et Dracula de Bram Stoker. 1897. Donc il y a déjà eu des précédents. Mais clairement, enfin, le vampire, il me semble qu'il est bien slave, il n'est pas du tout de...
Enfin, il a été importé en Angleterre, dans le Royaume-Uni. Et bah, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve vraiment aussi que John Sheridan Le Fanu, en fait, qui prête sa plume, entre guillemets, à un personnage de jeune adolescente elles ont quoi, 16-17 ans, un truc comme ça. Il y a un côté assez fascinant, en fait. Il y a tous les ingrédients, en fait, qui font le mythe du vampire tel qu'on le connaît de nos jours. Donc pas le vampire qui brille, bien que j'ai lu aussi les Twilight il y a longtemps. Je sais pas où je les ai lus parce que j'ai pas le souvenir d'avoir acheté les livres. Quelqu'un avait dû me le prêter, je sais plus. Mais bref, on a toute la mythologie aussi autour des cauchemars. Donc là, les cauchemars qui sont... Gabi va venir dire bonjour. Oui, de réveiller, elle voulait que je lui lance sa petite souris. Donc, tous les cauchemars, en fait, comme des espèces d'esprits qui viennent envahir les rêves et compagnie, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est halluciné, ce qui est imaginé, ce qui est un peu fantasmé, entre guillemets. Il y a le côté aussi sexuel du vampire, parce que le vampire est une créature sexuelle, est une créature qui séduit en fait pour s'attacher à quelqu'un, mais pour aussi croquer sa victime, parce que même si c'est un prédateur, il faut bien qu'il bouffe, hein, petit chat, donc ce qu'il fait, c'est qu'il bouffe des gens. Donc je sais qu'on a eu parfois aussi des mythes de vampires qui... ça va bouger un petit peu, parce qu'elle va faire des câlins à l'ordi. On a eu des... Oui. On a eu les... On a eu aussi, mais c'était pas dans le coin, je crois pas, le mythe du vampire qui pouvait s'attaquer au bétail. Mais bon, là, c'est pas le cas dans Carmilla. Mais c'est vraiment fascinant. Et puis l'histoire de ce tableau, bah, c'est elle. Je suis sûre que c'est elle. Parce que si l'histoire a lieu à peu près au moment où Carmilla a été publiée, ça veut dire qu'elle a quasiment 200 ans, petite mère. Elle a quasiment 200 ans. Et je trouve quand même... Je comprends d'un côté que Laura, elle a quand même les pieds sur terre. Là, elle constate qu'elle a des symptômes qui sont semblables à ceux de Carmilla, mais le fait de ne pas vouloir non plus en parler, c'est l'attachement à son père aussi, elle ne veut pas l'inquiéter. Puis Carmilla, elle a l'air tellement éloignée de plein de choses et toujours aussi secrète, mais tout en disant oui, moi je t'aime très fort, on va s'aimer au-delà de la mort, ou alors tu vas me haïr, mais tu vas me haïr jusqu'à la mort et compagnie. C'est particulier parce que là, en fait, ça me fait vraiment dire que le petit plan de Carmilla, c'est d'avoir une petite copine vampire aussi. Je sais pas du coup si on parle bien vraiment d'homosexualité féminine, même si c'est un petit peu à demi-mot parce que le terme n'est pas utilisé. Je ne sais pas si le terme existait, je vérifierai. Je vous dirai dans une petite bubule si ça existait ou pas. On va l'entendre ronronner dans le micro. Elle est réveillée, donc elle est cotote. Regardez. Et ah oui, puis l'histoire du félin, un grand félin noir. Parce que là, ça avait l'air d'être plus gros qu'un chat quand même. Un lynx, grand félin noir. Je sais pas. T'as des bobos, toi? Elle va aller faire un petit tour chez le veto. Elle a un petit bobo à la bouche. Parce que c'est magnifique. Bref, j'aime toujours autant et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc là, on a lu les chapitres 5, 6 et 7. Il reste les chapitres 8 à 16. Sachant qu'il y en a qui sont très courts, qui vont juste faire quelques pages, et d'autres qui sont un petit peu plus longs. Là, ça a l'air d'être assez saccadé par contre. À vue de nez, je vais peut-être essayer de faire un truc en... Allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, 15, 16.
ça me paraît plus logique. Et à vue de nez, ça va pas durer bien longtemps parce que ouais, c'est hyper court. Ça va être assez saccadé en termes de rythme. J'aime beaucoup la langue, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. J'ai envie de m'intéresser un petit peu à qui est ce John Sheridan Le Fanu. Donc je sais qu'il est... J'avais lu très rapidement sa fiche Wikipédia. Donc je ferai une vidéo supplémentaire qui paraîtra sans doute un mardi. Bon, ça va un peu se bousculer parce que j'ai aussi envie de faire celle sur les Mille et Une Nuits et celle sur Jane Austen. Mais donc ça va sans doute se bousculer un petit peu là. Ouais, pour m'intéresser un petit peu au mythe du vampire. Il y avait de très bonnes conférences qui étaient soit aux Imaginales ou aux Aventuriales et aussi aux Utopiales. J'y avais assisté là, on s'était fait une IRL avec des copines. Et bref, il y avait eu une conférence sur le vampire. On avait vu aussi un truc sur le zombie, il me semble, et sur le loup-garou. Et toutes les conférences des Utopiales sont en ligne sur le site des éditions ActuSF qui malheureusement ferment leurs portes. Donc j'espère bien qu'il y aura un repreneur histoire que ces savoirs-là ne se perdent pas. Je vous mettrai le lien parce que je retrouverai la conférence. Si de temps en temps vous avez envie d'écouter un podcast, n'hésitez pas. De mon côté, je vais creuser un petit peu le mythe du vampire. J'aime beaucoup, moi. C'est une créature fantastique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les... Putain, elle a rallumé l'ordinateur qui est derrière, parce que je suis dans le bureau de mon compagnon, qui ne travaille pas parce qu'il est minuit et demi. Mais du coup, ouais, bref, pour en revenir aux conférences, je vais aller farfouiller un petit peu du côté d'ActuSF sans tout copier-coller entre guillemets ce qu'ils disent non plus, hein, c'est pas le but. Mais ouais, parmi les créatures fantastiques, le vampire, moi j'aime beaucoup. J'avais lu pas mal les Anne Rice, les Twilight j'aimais assez, mais pas tout. Je trouve qu'elle avait créé une nouvelle mythologie, mais je peux pas en parler trop parce que ma lecture elle remonte à vraiment trop longtemps, ça doit remonter à 20 ans, donc je sais pas du tout. Je m'en souviens plus de tout, mais j'avais bien aimé. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo, un de ces quatre, hors Carmilla, sur, pas un update lecture, mais une espèce de chronique littéraire vampire. Parce que je trouve ça assez intéressant de faire une... Il y a de quoi faire sur les vampires, sur les loups-garous. J'aimerais bien lire des trucs sur les anges aussi. Parce que j'avais eu une vague idée j'ai eu une idée en fait d'écriture, je sais pas si je le ferai, un de ces quatre, qui m'était venue en fait en lisant American Gods de Neil Gaiman. Je suis archi fan, donc j'en parle régulièrement, désolée. Et c'est le djinn en fait, alors soit c'était dans le livre, soit c'était dans la série télé, je pense que c'était plus dans le livre, qui disait qu'en fait, avant que l'islam arrive, je ne sais pas si c'est vrai, entre guillemets, si c'est dans les récits pré-islamiques, que en fait les djinns conversaient avec les anges et que du coup, quand l'islam est arrivé, il y a des anges qui se sont convertis, des djinns aussi, et les autres ont été détruits. Et moi, ma petite... imagination me faisait dire que les anges et les djinns les plus puissants n'avaient pas été détruits, ils existaient toujours. Donc je sais pas, un truc comme ça autour de ça. Mais voilà. Je sais pas quoi trop dire d'autre, donc je pense que Carmilla, c'est la personne qui hante l'allée d'arbres et qui fait peur au mec qui sort les vaches. On est vraiment à fond dans du roman gothique là, j'aime beaucoup. Hein. Je pense que je ferai un petit update de lecture sur des romans gothiques parce que j'ai envie d'en lire d'autres. Et notamment, j'ai envie de vous parler de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, qui est exceptionnelle. Je mettrai une toute petite réserve sur la fin que j'avais trouvé un petit peu rapide, hein, mais très bon livre. Et c'est un livre moderne qui se passe au Mexique avec des choses étranges qui se passent.
Donc voilà, bah, j'aime toujours Carmilla. Franchement, très bonne découverte, je suis très contente de le lire. Je réfléchis toujours aux livres que je pourrais lire à la suite de Carmilla. Donc je sais pas, est-ce qu'on va partir sur du Jules Verne? Un truc d'aventure, ça me plairait bien, ma foi. Je sais pas, je suis toujours assez indécise. Comme je vous le disais, Bram Stoker de... Alors, je recommence. Dracula de Bram Stoker et Frankenstein de Mary Shelley, je les ai écoutés il n'y a pas très longtemps en livre audio. Je les ai moyennement appréciés. Il me semble que j'avais déjà lu Mary Shelley au collège peut-être ou au lycée. J'avais jamais lu Dracula. Mais je suis pas sûre que je vais les lire en fait parce que ce sont des romans qui sont... Enfin, les lire à voix haute. Parce que ce sont des romans qui sont très connus et qui sont déjà pas mal sur YouTube en termes de livres audio. Donc si je peux essayer de trouver un petit peu la pépite qui fait que, oh bah tiens, pourquoi pas ça. Et aussi en termes de livres, des trucs que j'ai envie de lire, je ne sais pas si je lirai aussi à voix haute, c'est Link the Sun, qui est très très fan de Sherlock et d'Agatha Christie, qui m'a donné très envie de lire Sir Arthur Conan Doyle et Agatha Christie. Mais je sais que Sir Arthur Conan Doyle, il me semble bien, il a écrit des bouquins qui... il avait écrit un truc sur des fées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de... J'avais vu un documentaire là-dessus. Sir Arthur Conan Doyle, il me semble. Je mets des réserves, je vérifierai. Qu'il croyait en fait tellement au petit peuple, aux fées et compagnie, qu'il avait monté une espèce de petite arnaque et qu'il avait photographié des fées dans le fond de son jardin. Ça avait fait tout un battage médiatique à l'époque. Et en fait, ces petites fées-là, qui avaient un effet de transparence, avaient été dessinées par je ne sais plus qui exactement, je ne sais pas si c'est pas sa femme ou peut-être sa fille, enfin quelqu'un de sa famille, pour un peu émerveiller les enfants en leur montrant les photos. Et je crois que l'affaire lui a un petit peu grave échappé. Et en fait, l'astuce a été éventée, ce qui fait qu'il a dû subir un petit peu quelques revers avec cette histoire-là. Et je me demande du coup s'il n'a pas écrit sur des fées aussi, sur Arthur Conan Doyle. Ça vous dirait une petite histoire avec des fées? On ne sait jamais. Donc rêvez tout grand, parce que c'est la fin de ce vlog lecture. Je vais peut-être pas vous souhaiter de rêver de trucs qui font peur, parce que sinon vous allez mal dormir. Donc... Ah non, mais il y a des trucs quand même qui peuvent être bien flippants chez les vampires. Je vous conseille très très fort de lire les Anne Rice aussi. Je sais pas s'ils ont très bien vécu, enfin très bien vieilli entre guillemets, parce que ce sont des livres qui sont assez anciens. Ne commencez pas forcément par Entretien avec un vampire, c'est pas le meilleur du tout, bien qu'il ait été adapté. Et il y a une série télé sur Lestat. Lestat, c'est le vampire rock'n'roll. Il est génial ce personnage-là. Mais donc, en termes de thématique, je ne sais pas si ça a très bien vieilli. Je sais que c'est déjà assez ouvert en termes de relations amoureuses, polyamoureuses, homosexuelles, etc. Mais il peut y avoir des trucs un petit peu trashou, notamment en termes de consentement, parce que consentement, pourquoi faire? Écoutez, je suis un vampire, j'ai 200 ans, on s'en fout. Donc c'est un peu ça. Donc je ne sais pas si ça passerait très bien à lire aujourd'hui. Je testerai aussi. Peut-être pas tout maintenant parce que je vais être débordée, mais... Puis Anne Rice, je peux pas le lire à voix haute non plus. Je pourrais sans doute jamais la lire à voix haute et la balancer sur YouTube. A tout bientôt, rêvez tout grand et mangez de l'ail, c'est bon pour la santé. Mais lavez-vous les mains après, surtout si c'est votre nuit de noces. À bientôt!